Ligue panafricaine Moja. Nous sommes en réalité autour d'un rendez-vous qui est donc rendez-vous annuel de l'organisation. Sont nos universités où nos militants viennent de plusieurs pays européens, se regroupent pendant 2-3 jours pour travailler sans les caméras, sans le public. Et donc nous sommes en pleine activité, on va dire, depuis hier déjà. Nous allons continuer jusqu'à demain. Mais étant donné que nous sommes une organisation politique, nous profitons de cet événement pour donner un petit temps à, on va dire, à une activité politique normale, qui n'est que la conférence de presse, qui nous permet de donner notre avis sur l'actualité politique du continent africain, permettre aux personnes dans les régions ou dans les zones telles que Toulouse aujourd'hui, où nous venons pour faire nos universités, d'échanger, de connaître aussi l'organisation et de nous apporter aussi, puisqu'il y aura des échanges, bien entendu. Voilà, je prends la parole justement avec le secrétaire général avant qu'on ne rentre dans 2 cas, comme l'a dit Stella tout à l'heure, qui vont servir un peu de cas, qui vont illustrer les dernières actualités brûlantes du continent, le cas du Cameroun et le cas de la RDC, et de vous préciser un peu le thème de la conférence de presse, parce que dans le communiqué que vous avez reçu, le thème qui est indiqué, c'est mettre le panafricanisme au pouvoir. C'est une ambition, ambition assez forte de la génération africaine actuelle qui considère que le panafricanisme qu'on a empêché depuis plusieurs décennies de se réaliser concrètement pour le bien-être des Africains, aujourd'hui est porté par des nouvelles générations africaines à travers le monde. Je pense que chacun de nous suit l'actualité, se rend bien compte que les thématiques du panafricanisme mobilisent beaucoup la jeunesse africaine. Et donc, il serait vain de continuer comme ça à retarder l'avènement du panafricanisme sur le continent africain. Être au pouvoir, gouverner, ce n'est pas seulement d'être physiquement au pouvoir. Gouverner, on peut gouverner aussi par des idées, sans être soi-même au pouvoir. Je crois que le cas de l'Europe est assez illustratif pour le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des idées qui, il y a quelques 2-3 décennies, pour les personnes qui connaissent bien l'Occident, qui n'étaient pas acceptables. Ceci devient quasiment normal que les idées d'une certaine idéologie politique gouvernent carrément les pays européens. Dans certains cas, il y a déjà des partis qui sont arrivés au pouvoir. On le voit en Italie un peu partout. Mais aujourd'hui, c'est devenu une banalité. Les thématiques qui étaient repoussées sur le plan public sont aujourd'hui acceptées. Mettre le panafricanisme au pouvoir au sens plus large, c'est de travailler à ce que les opinions africaines, les sociétés africaines, les structures qui gouvernent réellement les sociétés africaines soient, on va dire, gagnées par le panafricanisme. Et être au pouvoir physiquement ne peut se concrétiser que si les forces sociales africaines, si les forces intérieures africaines sont, on va dire, gagnées par le panafricanisme, et ainsi le panafricanisme connaîtrait un succès. Et comme nous sommes une organisation politique, notre ambition, c'est de considérer aussi qu'une idéologie comme le panafricanisme, qui parle des thématiques aussi fortes comme les États-Unis d'Afrique, comme la défense commune, comme la monnaie commune, ne peut pas se réaliser sans les panafricanistes. On peut pas faire le panafricanisme sans les panafricanistes. Ça serait vain. C'est pour cela qu'au-delà de l'aspect beaucoup plus général, il est donc question pour les panafricanistes de s'organiser, de prendre leur destin en main. C'est l'occasion de dire que le panafricanisme n'est pas qu'une idéologie de la négation, de la résistance, de la contestation. C'est une idéologie de la responsabilité. La souveraineté, c'est la responsabilité. C'est de dire, je prends mon destin en main, je décide de ce qui doit se faire, de ce que je dois faire pour mes enfants, pour ma vie, pour mon avenir, pour mon pays, pour mon continent. Donc le panafricanisme, c'est aussi ça, une conception politique de la responsabilité. Évidemment, toute idéologie politique qui ne trouve pas son compte sur un espace donné fait de la résistance. C'est ce que fait le panafricanisme, de la résistance depuis bien des décennies. Mais le panafricanisme n'a jamais été conçu pour être une idéologie de la résistance uniquement, de la responsabilité. Les figures très importantes du panafricanisme ont été au pouvoir, comme Kwame Nkrumah, que vous connaissez, comme Patrice Lumumba, sont des figures, des Barthélemy Boganda, du panafricanisme, qui n'ont jamais fuient leur responsabilité face au pouvoir. Et c'est surtout parce qu'ils ont été au pouvoir qu'ils ont été empêchés de réaliser le panafricanisme. Et donc, la jeunesse africaine aujourd'hui reprend ce flambeau, considère que tant que le panafricanisme n'est pas au pouvoir pour défendre la souveraineté africaine, eh bien, sa date d'expiration n'est pas pour demain. Donc je vais laisser au secrétaire général d'ajouter 2-3 mots et puis on va rentrer dans des cas un peu plus précis.
Oui, merci. Hamza Boukari Yabara, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, depuis 2016 jusqu'en 2020, puisqu'on est une organisation avec des statuts et une organisation fédérale, et donc un mandat qui nous a été confié par l'organisation en 2016, qui est de mener, on va dire, la structure vers un certain nombre d'objectifs qui sont aussi le résultat de constats que chacun peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une banqueroute globale de la politique africaine, et cette banqueroute, eh bien, doit nous amener à prendre nos responsabilités sans nous faire d'illusions, à savoir que ce sera long, ce sera difficile, ce ne sera pas évident. Il y a des dynamiques positives et des dynamiques négatives, il y a des forces motrices et des forces d'inertie. Donc le travail d'une organisation, eh bien, c'est de contrebalancer les unes et les autres pour faire en sorte que l'ensemble puisse avancer dans une bonne direction. Donc on est vraiment dans une logique de gouvernement, dans une logique de projection, dans une logique de perspective, et aussi dans une logique d'intégrité. Je pense que l'élément qui ressort le plus, je dirais, de la banqueroute de la politique, et également d'une certaine manière du panafricanisme, tel qu'on le présente dans un certain nombre de médias aujourd'hui, c'est la thématique de la corruption. Il faut que nous soyons incorruptibles dans nos politiques, il faut que nous soyons intègres, et il faut que nous comprenions que la souveraineté se définit à travers la lutte contre les inégalités. Je pense que c'est quelque chose de fondamental parce que nous sommes dans un monde qui connaît des transitions géopolitiques assez phénoménales, et la question des inégalités se pose de plus en plus à tous les niveaux, et c'est celle qui est en train de structurer, je dirais, les conflictualités. Donc le panafricanisme doit être porté par cette idéologie, par cette vision, par cette nécessité de lutter contre les injustices et contre les inégalités. Je pense que c'est un élément qui est fondamental à rappeler avant donc d'introduire deux territoires, le Cameroun et la République démocratique du Congo, qui pour nous sont des cas d'injustice politique totale et sur lesquels il est nécessaire que les forces panafricanistes puissent prendre leurs responsabilités. Et donc à travers ces deux cas que deux membres de l'organisation, Job Ikama et Ted Mouyabi, vont vous présenter, on pourra ensuite, je pense, rentrer un peu plus dans la discussion. Bonsoir, Job Ikama, je suis membre de la Ligue panafricaine Umoja. Je suis coordonnateur de la Ligue au niveau de la sous-section Île-de-France. Il m'a été demandé de faire une présentation de la situation sociopolitique que connaît le Cameroun aujourd'hui. Pour cela, il m'a paru pertinent dans la mesure où ce sont des concepts qui sont utilisés de façon récurrente dans les médias ou par les officiels. Il m'a paru pertinent de focaliser mon propos sur le sujet que j'ai intitulé « Violence et paix en société néocoloniale, cas du Cameroun ». De quoi on conclut qu'il y a de la violence, qu'il sévit au Cameroun de la violence politique? Quels sont les critères qui permettent de définir la paix qu'il faudrait préserver et pour laquelle on en appelle à la vigilance et à la tempérance de chacun et de tous? La violence décriée au Cameroun, c'est celle relative à ce qu'un consensus néocolonial a décidé de nommer crise anglophone. Depuis plusieurs mois, on a beaucoup entendu parler de cette expression, crise anglophone. Et en réalité, il y a bien une crise qui occasionne des violences par rapport auxquelles il y a des coupables, des violences que d'autres personnes ou groupes de personnes subissent. Mais la position panafricaniste est de ne pas considérer qu'il s'agisse d'une crise qui opposerait anglophones et francophones. Or, il se trouve que l'enjeu des dernières élections présidentielles qui ont permis à M. Biya de se maintenir au pouvoir, l'enjeu de ces élections était cette même crise. Parce qu'on craignait que les tensions ne prennent
davantage d'ampleur puisqu'il y a des groupes séparatistes qui ont décidé de boycotter les élections. Et donc à ce propos, le secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, donc au Cameroun, affirmait, on peut retrouver ça sur le site fidh.org et ça date du 6 octobre, il affirmait ce qui suit: alors que le Cameroun s'enfonce dans la violence depuis des mois, la communauté internationale continue de considérer le pays avec un regard distant. Un tel propos est assez surprenant parce qu'en réalité le Cameroun est un pays né de et dans la violence. Une guerre d'indépendance y a été conduite par les militants panafricanistes de l'Union des populations du Cameroun, en sigle UPC, militants qui étaient opposés donc à la puissance coloniale, qui en a traqué les membres jusque dans les années 1970. Au propos de cette guerre, jusqu'à ce jour, les crimes dont ont été victimes les Africains du territoire camerounais dans le cadre de cette lutte pour leur dignité, ces crimes-là n'ont jamais fait l'objet d'une enquête qui puisse en établir l'ampleur et les responsabilités. Kwame Nkrumah disait une chose qu'il est important de rappeler: le fait que je parle anglais ne fait pas de moi un anglais ou un anglophone. De même, le fait que certains d'entre nous parlent français ou portugais ne fait pas d'eux des Français ou francophones ou des Portugais ou lusophones. Nous sommes des Africains et rien que des Africains. La confusion dans le propos du secrétaire général du FIDH, elle est relative à quoi? En réalité, la communauté internationale ne considère pas avec distance ce qui se passe au Cameroun. Loin de là, puisque cette communauté internationale, dans le cas du Cameroun, ça concerne la France et l'Angleterre. Et elle est de fait concernée par ces troubles. Parce que si on s'en tient au consensus néocolonial qui veut que cette crise, on puisse la désigner du nom de crise anglophone, si on s'en tient à ça, la scission actuellement au pays occasionne des violences graves. Cette scission-là, elle est relative aux allégeances à des langues coloniales, donc à un héritage colonial hérité de puissances qu'on a citées. Et ce consensus néocolonial qui embrouille la situation au Cameroun, ou ailleurs en Afrique où il y a le même type de problème, il faut le dénoncer dans la mesure où la véritable raison de ce qui se passe au Cameroun ou au Congo ou ailleurs, c'est l'incapacité de tout gouvernement néocolonial à redistribuer équitablement les richesses du pays, à pourvoir leur territoire en services publics conséquents, et dans cela, qu'il s'agisse du Cameroun ou d'un autre pays de la région. La violence qui sévit au Cameroun est aussi celui du désespoir des jeunes qui s'engagent dans le périple suicidaire vers l'Europe à travers la mer Méditerranée, où nombreux périssent dans l'anonymat. Cette violence, c'est aussi celle d'une administration mal avisée, ou simplement du tribalisme qui pousse d'honorables notables et chefs du canton de Bel à Douala, qui les poussent à boycotter, donc ça date du samedi 26 mai 2018, à boycotter les travaux de construction d'un monument en mémoire à Ruben Oumniobé, leader de l'UPC que j'ai cité en amont et héros de la lutte pour la dignité des Africains. Un tel acte ne peut venir à se produire que dans une société soumise à la loi du néocolonialisme. Et cette loi, loin d'abolir le tribalisme, ne fait que l'accomplir. À ce titre, le climat de paix dont on se félicite, dans lequel se seraient tenues les dernières élections au Cameroun et que la Banque mondiale considère comme prévalant au Cameroun depuis des décennies, ce climat de paix en réalité ne concerne en rien les différentes catégories de population du territoire du Cameroun, comme celles d'autres territoires africains, sous le joug du néocolonialisme. Mouyabi, secrétaire en charge de l'investissement et de la solidarité. Donc je vais traiter de ce qui se passe en RDC. Ensuite, vous aurez des questions sur ce qui se passe en RDC. Plus précisément, vous allez le savoir, il y aura des élections le 23 décembre 2018, donc dans presque un mois. Et la situation en RDC est à bien des égards similaire à ce qui se passe au Cameroun. Donc je vais vous exposer rapidement les faits et vous dire en quoi le panafricanisme peut être une solution. Peut-être, non. Et la solution, simplement. Donc, je vous ai dit qu'en fait, en RDC, il y a un an, les élections ont été reportées
Donc la commission électorale organisatrice de ces élections ne pouvait pas organiser ces élections-là dans des conditions optimales. Donc les élections ont été reportées. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons trois candidats principaux, si je puis dire. On a M. Shadari Ramazani, qui est en fait le dauphin de l'actuel président Joseph Kabila. Joseph Kabila, ne pouvant pas se représenter une troisième fois parce que la Constitution l'interdit, placé, si je puis dire, son dauphin, Ramazani Shadari. Alors, à côté du candidat du pouvoir, on a un certain Martin Fayulu, qui est le candidat d'une certaine coalition. Ça, c'est quelque chose d'inédit. Si vous pouvez le retenir, c'est quelque chose d'inédit, parce qu'il y a 2 semaines, à Genève, se sont réunis un certain nombre d'opposants principaux, dont Jean-Pierre Bemba, un ex-chef rebelle, leader du mouvement, du parti politique MLC, ce même monsieur qui a passé quelques années à la prison de La Haye, avant d'être, il y a quelques mois, je n'ai pas la date exacte, juin-juillet, libéré, relaxé, même s'il me semble que la procédure judiciaire est toujours en cours. Un autre opposant, membre de cette coalition, Moïse Katumbi, qui est un homme très important, un homme d'affaires, toujours membre d'ailleurs du PPRD, du parti présidentiel. Donc ces opposants importants se sont réunis à Genève il y a 2 semaines pour élire un candidat unique face à Joseph Kabila. Cette réunion de ces opposants-là, 2 opposants, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, ont décidé de contester dans cette réunion et de former une candidature unique. Donc, M. Vital Kamerhe, désolé c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de détails, M. Vital Kamerhe se désistant au profit de Félix Tshisekedi. Donc, je récapitule très rapidement. En gros, nous avons M. Shadari Ramazani, qui est le dauphin de M. Kabila, l'actuel président au pouvoir. On a M. Félix Tshisekedi en passant, qui est le fils d'un opposant historique à Mobutu et ensuite à Kabila père et fils, Etienne Tshisekedi, et on a M. Martin Fayulu. Ce sont les 3 candidats principaux. Donc, ce que je voudrais dire ensuite, c'est que ce qui se passe en RDC devrait interpeller tous les Africains, parce que la RDC est un cas d'école. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays très riche possède à peu près tous les minerais les plus convoités sur la planète. Cobalt, il possède les 2 tiers des réserves mondiales estimées. De l'or, du diamant dans le Kasaï, il me semble, et même du pétrole en offshore. Ce pays est, depuis le règne du roi belge Léopold II, la cible d'un grand nombre de convoitises malsaines, évidemment. De nombreuses multinationales y sont présentes pour exploiter le diamant, le cobalt, le coltan, le cobalt et le coltan servant dans nos chers téléphones portables. Donc de nombreux groupes armés y sont aussi installés, plus ou moins téléguidés par ces multinationales ou par d'autres entités. Nous avons aussi des pays voisins qui sèment un peu le désordre, permettez l'expression, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda pour ne pas les citer. C'est donc un pays qui, dans l'est de son territoire, connaît un chaos incroyable. Un chaos incroyable qui démontre simplement la faillite complète et totale de l'État dans cette partie du territoire. C'est pour ça que ce pays, la situation de ce pays doit interpeller tous les Africains. Vous avez sans doute entendu parler au milieu des années 2000 du chiffre effarant de combien? 2 millions de morts en RDC. Certains médias occidentaux et même africains parlent du plus grand génocide depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi entendu parler du phénomène, je suis désolé d'employer ce mot, je n'arrive pas à trouver un mot plus difficile, plus grave que celui-là, du phénomène des viols. Donc tout cela témoigne juste d'une instabilité chronique et très sérieuse, très grave dans l'est de ce pays depuis bientôt 20 ans. Alors, donc, si je peux revenir rapidement sur les programmes des candidats que j'ai cités. Donc ce sont des programmes à centaines de milliards de dollars. Pour M. Shadari Ramazani, un programme à 86 milliards. M. Félix Tshisekedi, 86 milliards. M. Martin Fayulu, 105 milliards. Et quand vous lisez les points principaux de leur programme, ils sont presque tous interchangeables. Je vais vous les citer sans dire à qui ils appartiennent. Renforcer l'autorité de l'État, diversification de l'économie, amélioration du climat des affaires, indépendance du pouvoir judiciaire, lutte contre la corruption, pacte pour le développement, social-libéralisme, bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté. Ce sont honnêtement des choses louables, n'est-ce pas? Qui pourrait dire que ce sont des choses mauvaises? Ce sont des choses louables. Le problème, c'est quoi? C'est que dans leur programme, dans le programme des candidats principaux, et même de tous les candidats, nous n'avons pas entendu parler de candidats panafricanistes en RDC pour cette élection-là. Le problème, c'est que dans le programme de ces candidats, il n'y a aucun appel à la reconquête de la souveraineté. Parce que tous les problèmes de la RDC dont je vous ai parlé, tous les morts, toutes les guerres, tous les massacres,
Il y a même encore une semaine, il y a eu un massacre de 7, tuerie de 7 casques bleus de l'ONU ont perdu la vie, il me semble, dans l'est de la RDC, il y a une semaine, ou il y a quelques jours. Donc tous ces candidats-là ne parlent pas de la reconquête de la souveraineté. Et comme je l'ai dit, je le répète, tous les problèmes que connaît ce pays sont dus à une absence totale de souveraineté. Tout le monde y va et il fait ce qu'il veut. Toutes les multinationales y vont et ils font ce qu'elles veulent. Et c'est ça le problème. Pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que le panafricanisme, c'est une solution? Je vais me permettre d'énumérer quelques points importants de tout programme panafricaniste. C'est que le panafricanisme parle d'intégration africaine, de dire, vous, pays africains, alliez-vous aux pays voisins et essayez de régler vos problèmes ensemble. Ces candidats-là ne le font pas. Au contraire de ça, malheureusement, il y a un discours en ce moment au RDC, en République démocratique du Congo, un discours de haine contre le Rwanda, dont certains soldats, certains militaires, évidemment, font des excursions et tuent des gens au RDC, ce qui est malheureux. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, il est absolument fou, on peut employer cette expression, de penser régler ses problèmes seuls quand on est face à des ensembles comme les États-Unis, l'Union européenne, d'autres grands ensembles, d'autres grands pays, la Chine, la Russie, etc. Donc le panafricanisme pense États-Unis d'Afrique, pense qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'il faudrait faire en RDC, se concerter avec ses voisins pour trouver une solution au problème. Il est beaucoup plus difficile à une entreprise, à une multinationale voyou, de venir, pardon l'expression, semer le désordre sur le territoire, quand vous avez non seulement la RDC qui dit non, mais aussi le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, la Zambie, le Zimbabwe autour, pour dire non, on ne veut pas de ça. Vous voyez? Et dans le programme de ces candidats, il n'y a pas de cet appel à une intégration panafricaine, panafricaniste. Un deuxième point seul, il n'y a pas non plus de mention à une quelconque souveraineté militaire. Depuis presque 20 ans, 21 ans, les forces de l'ONU sont présentes en RDC. La force de l'ONU actuellement s'appelle la MONUSCO, il me semble. Et certains d'entre vous me diront, mais l'ONU fait du bien. Nous n'avons pas assez de temps, je ne vous rappellerai pas le mal qu'a fait la présence des forces onusiennes en Côte d'Ivoire et le rôle que l'ONU a joué dans la destitution illégitime de Laurent Gbagbo. En RDC, en 1962, Lumumba a été éjecté et assassiné en 61. Pardonnez-moi, je n'étais pas né. Patrice Lumumba a pu être éjecté et tué en partie, je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela, mais en partie à cause de la présence des forces de l'ONU dans le pays cette année-là, à cette époque-là. Et je peux aussi dire que depuis 20 ans que l'ONU est présente au RDC, quel résultat probant? Qu'a fait l'ONU au RDC? On entend toujours parler de massacres, on entend toujours parler de viols, on entend toujours parler d'instabilité dans ce pays. Donc souveraineté militaire, ça veut dire pas de base militaire étrangère dans un pays africain. Et ça, c'est quelque chose qui est absent des programmes de ces candidats, qui mériterait d'être mentionné. Un troisième point, non pas des moindres, souveraineté économique. Il y a un candidat qui parle de social-libéralisme, diversification de l'économie, je veux bien. Mais souveraineté économique que prône le panafricanisme, ça veut dire tous les minerais, le diamant, le cobalt, le coltan, qui font nos bonheurs ici, le bonheur des citoyens du monde entier, tous ces minerais qui sont exploités par les Congolais dans l'est de la RDC, dans toute la RDC même, dans des conditions déplorables, ces minerais devraient être exploités sur place, évidemment, transformés aussi sur place. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Les prix de ces minerais sont fixés à New York, à Chicago, sur les marchés étrangers, et pas en RDC. Il s'agit de contrôler la production et la transformation des minerais, de ces minerais-là sur place. C'est ce que ça veut dire, la souveraineté économique. Et malheureusement, nos politiques africains ne le savent pas. Les politiciens de ce pays ne le savent pas. Et c'est une chose à considérer. Un autre exemple sur le plan économique, donc ces candidats-là en RDC parlent de 100 milliards, de 80 milliards pour leur programme. Comment financer leur programme? Ils parlent d'emprunter, entre autres, au FMI. En parlant de ces emprunts au FMI, aucun des candidats parle d'un audit des dettes, parce que dans le passé, il y a eu de l'argent emprunté au FMI. Quel pourcentage de cet argent a réellement servi le peuple? Le panafricanisme veut qu'il y ait un audit de ces dettes-là. Un audit de ces dettes, ça veut dire quoi? 100 milliards, je prends un exemple simple, 100 milliards ont été empruntés,
Quel pourcentage de cet argent va donc servir réellement le peuple? 20%. Alors les 80 autres pourcents sont de la dette illégitime. Elle n'est pas à être payée. C'est ce qui devrait être fait dans tous nos pays africains pour pouvoir simplement prospérer, pour pouvoir nous sortir la tête de l'eau. Parce qu'il est quand même incroyable de continuer à payer des dettes qui n'ont pas servi réellement à la prospérité de nos pays. Et aucun des candidats ne le fait. Alors, est-ce que je peux certainement trouver un... abandonnons la souveraineté économique pour passer sur la souveraineté, le renouveau culturel. C'est quelque chose de très important. Notre programme panafricaniste, que vous pouvez trouver dans les livres qui sont présents ici, parle de redonner toutes leurs lettres de noblesse à la culture africaine. Parce que malheureusement, dans les problèmes que nous connaissons, nous avons complètement oublié que la culture africaine doit être mise en quelque sorte au centre de nos vies. Ça veut dire beaucoup de choses, ce ne sont pas que des paroles, ça veut dire beaucoup de choses. Je prends un exemple. Le fait qu'en RDC, les gens se plaignent, à juste titre, que les militaires rwandais font des excursions à la frontière, en l'est de la RDC et tuent des Congolais, c'est absolument légitime de le dénoncer. Mais par contre, tenir un discours haineux contre le Rwanda entier oublie que tous les Rwandais ne sont pas responsables de ces excursions, pardonnez-moi. Il ne s'agit que de miliciens. Et tenir un discours haineux contre ces Rwandais oublie le fait que ces frontières-là, la frontière de la RDC actuelle, est un héritage colonial. Ça n'a jamais été comme ça. Ce n'est pas certaines populations du Rwanda, les populations du Rwanda, ou du moins près de la frontière avec la RDC, ont été des populations qui historiquement évoluaient entre le Rwanda et la RDC actuelle. On ne peut pas dire, nous ne voulons pas des Rwandais, ce sont des criminels, alors que de fait, il s'agit en quelque sorte d'un peuple aussi de la RDC. C'est un peuple qui a toujours évolué dans la zone géographique. Et apprendre notre histoire nous permet de relativiser, de comprendre, de relativiser. Et pour terminer, apprendre son histoire à tout Africain, en l'occurrence ici sur ce sujet à tout Congolais, permet simplement de faire de ce Congolais-là un Congolais fier de lui et peu enclin à se laisser marcher sur les pieds, permettez l'expression, par des entités étrangères ou autres. Donc je pense que vous avez sûrement des questions sur ce sujet de la RDC, mais c'est un exposé succinct de la situation actuelle. Merci. En tant qu'organisation politique, nous sommes implantés dans un certain nombre de territoires. Notre capacité de réaction dépend aussi de notre capacité d'implantation, du rapport de force que nous pouvons avoir sur place. Cela ne nous empêche pas de donner notre avis sur des situations, des territoires dans lesquels nous ne sommes pas encore implantés. L'objectif principal, c'est quand même que le panafricanisme soit au rendez-vous de ces événements, de ces enjeux structurants, parce qu'on oublie très souvent que c'est au cours de ces enjeux, de ces élections en général, qu'il y a des situations d'explosion, des situations de rupture, de remise en question, et donc il n'est pas normal que les panafricanistes qui sont dotés d'une idéologie ne soient pas présents à ces rendez-vous. Donc nous travaillons précisément par rapport à la présence des panafricanistes à ces moments structurants, de telle manière que nous puissions contrebalancer lorsque les choses ne sont plus vivables. En particulier sur la RDC. Nous avons une section en RDC. Nous sommes en train de nous implanter en RDC. Je suis allé en RDC deux fois. Je suis allé avec le secrétaire général. Nous avons des militants qui travaillent sur le terrain, qui ne sont pas en position de se présenter à cette élection, puisque toute section, il faut un processus, se consolider, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas absents à ce rendez-vous. Hein, je crois que Ted a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de candidat panafricaniste. Pour votre information, nous avons été contactés par un des candidats qui se veut panafricaniste. Dans le jargon politique, on appelle ça petit candidat, mais ce n'est pas moins un candidat. Il s'appelle Charles Lutandila, qui nous avait contactés. Nous avons eu des séances de travail. En ce moment, la section de la Ligue panafricaine Umoja en RDC travaille avec ce candidat. Ce n'est pas le candidat de la Ligue. Dans son programme,
et un certain nombre de précisions sur le panafricanisme, nous avons considéré que même si nous ne sommes pas présents nous-mêmes, nous pouvons quand même jouer un rôle. L'objectif, c'est que le panafricanisme arrive au pouvoir avec un programme panafricaniste. Mais comme nous ne sommes pas encore prêts, il n'est pas question que nous puissions être absents de ces enjeux, parce que ces enjeux sont très importants. Ça commande nos vies. Si nous sommes ici présents, nous savons pourquoi. Nous savons exactement qu'il y a des raisons fondamentalement politiques qui nous mettent en dehors de notre continent. Donc, sur la RDC, nous sommes en ce moment en train de travailler sur cette question, mais notre capacité dépend évidemment du rapport de force sur le terrain. Dans le cas du Cameroun, nous avons des alliés au Cameroun. La Ligue panafricaine du Moja a des alliés au Cameroun. Aucun de nos alliés n'était à cette dernière élection, parce qu'il y a plusieurs analyses par rapport à la situation du Cameroun. Il y a des personnes qui ont considéré qu'il ne fallait pas aller aux élections, parce que l'affaire était déjà pliée, ainsi de suite. Mais nous avons aussi au Cameroun des partenariats avec une organisation que tout le monde connaît, qui s'appelle l'UPC, qui historiquement porte en tout cas une partie assez digne de notre histoire commune. Et le Cameroun est déjà passé, l'élection est passée, mais l'après-élection reste encore à faire. On ne sait pas ce qui peut se passer encore, puisque le candidat Kanto continue à travailler, continue à mobiliser ses militants, et puis la colère est là au Cameroun. Donc notre influence sur le Cameroun, l'élection est déjà passée, ne peut pas se faire plus que les rapports que nous avons sur le terrain. Mais nous avons la capacité de faire des communiqués à travers nos prises de position pour donner nos avis sur l'ensemble des situations sans que nous ayons des sections sur place. C'est aussi le rôle d'une organisation politique, ce que panafricaniste. Même s'ils ne sont pas sur le territoire, sur le plan organisationnel, il faut donner son avis parce qu'on influence l'opinion. Je pense que les exposés que vous venez de voir sont des exposés de jeunes panafricanistes, de jeunes Africains. Ted disait tout à l'heure que je n'étais pas né pour donner l'excuse, mais il faut que les aînés comprennent que les enfants qu'ils ont laissés ont repris le flambeau et vont le faire. C'est-à-dire qu'on a empêché le panafricanisme depuis les années 60 à s'exprimer. Les enfants africains, partout dans le monde, se lèvent. Notre organisation en est un exemple. Les gens qui sont réunis ici sont venus de partout, de l'Angleterre, de la Suisse, un peu partout. Et sur le continent, nous faisons exactement la même chose. Donc la jeunesse africaine est en train de s'organiser pour préparer des ripostes. Ça sera des ripostes parce qu'elle se rend bien compte que 50 ans après les indépendances, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. C'est carrément le chaos qu'on a donné à cette jeunesse comme héritage. Et elle va s'exprimer de plusieurs manières. Ça sera peut-être la manière la plus inattendue dans certains territoires africains. Il faut y aller, il faut entendre la jeunesse africaine. Tout ce qu'on a interdit à cette jeunesse de comprendre, de connaître, elle le fait par elle-même, par ses propres moyens. Elle s'organise au Sénégal, un peu partout. Je pense que l'une des réactions les plus anti-impérialistes aujourd'hui au Sénégal se fait par la jeunesse estudiantine tous les jours, écrit sur les murs partout. France dégage, à bas au champ, les choses comme ça. Les accords de l'APE sont analysés par la jeunesse. Ce que nous venons de faire aussi sur l'analyse des programmes, c'est très important. En fait, en général, les élections, on regarde que des individus. Mais il faut rentrer dans ces programmes. Il faut avoir le courage de rentrer dans ces programmes pour voir. Le LAU, c'est à peu près le même. En fait, les candidats sont interchangeables. Tout le monde est pour les programmes d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale. Tout le monde est pour les accords qui ouvrent les frontières avec les multinationales, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais pourquoi il n'y a pas un seul candidat? Ce n'est pas une affaire de politique. Ce sont des entrepreneurs politiciens qui ont pris les pays en otage, qui se présentent pour leur propre business personnel. Et nous devons à un moment donné y mettre fin si nous ne voulons pas que ces situations se pérennisent. C'est ça la difficulté. Si nous démissionnons tous, puisque l'espace de gouvernance des États, c'est encore des politiques qui le font, il y a plusieurs sociétés civiles sur le continent. Quel impact aujourd'hui de ces sociétés civiles sur l'action de ces gouvernements? Il faut qu'il y ait aussi des réponses politiques. Parce que si nous laissons cet espace politique aux autres, nous allons continuer à subir la loi des autres. Et ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont que des êtres humains qui ont pris des responsabilités qui correspondent à leurs intérêts propres. Donc ça veut dire qu'il y a un combat d'intelligence contre intelligence à la base, avant tout. Ce n'est pas juste de faire l'action politique. C'est pour cela que nous avons pris l'option de ne pas brouiller, de ne pas
trompez. Il y a déjà assez d'organisations panafricanistes qui travaillent sur l'histoire, sur la culture, sur la linguistique, sur tout. Et c'est même pire. Aujourd'hui, sur le continent, il suffit que deux organisations, deux équipes de football de deux pays se jouent ensemble pour qu'on parle de panafricanisme. C'est même des fois des équipes de football tribalistes. C'est encore beaucoup plus paradoxal. Il faut redonner au panafricanisme ses lettres de noblesse en allant dans l'action politique, en essayant de se doter de l'intégrité, se doter du courage, du sacrifice. On va certainement se salir. Mais entre se salir un tout petit peu et laisser le peuple entre les mains de ces équipes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être compliqué. Nous ne sommes pas du tout des utopistes. Sur les réseaux sociaux, nous ne parlons pas des difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Des fois même individuellement, physiquement. Parce qu'on sait que c'est ce qui va arriver. On sait que c'est ce qui va arriver. Mais nous essayons de faire avec. C'est pas facile. Il y a une belle jeunesse africaine qui veut travailler, qui a besoin de l'accompagnement. Vous l'avez dit dans le propos suivant, Hamzat va revenir dessus, qui a besoin de la formation. Peut-être qu'il faut faire la politique autrement. Il ne faut plus mobiliser les personnes sur des enjeux électoralistes. Il faut d'abord faire des formations, reprendre la question de la conscientisation. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, sur le continent africain, contrairement au début des années 90, où le vent, entre guillemets, de la démocratisation était arrivé, les enjeux de souveraineté sont devenus fondamentaux. Chez la jeunesse. Et ce sont souvent les partis politiques, les élites, les aînés qui ne suivent pas. Dans aucun parlement africain, il y a encore quelques semaines ou quelques mois, où la question de la monnaie était devenue fondamentale. Il n'y a eu même pas à l'ordre du jour d'aucun parlement la question de la monnaie. Pourquoi? On n'est pas étonné puisque ces élites politiques ne sont pas là pour ça. Mais aussi parce que nous ne sommes pas dans ces assemblées-là. Nous pouvons gérer des municipalités. Gérer une municipalité et montrer l'exemple qu'à partir d'une municipalité, on peut faire autre chose que ce que les autres font. Donc, je pense que je pourrais m'étendre largement, mais je voudrais surtout dire que c'est en responsabilité que nous l'avons fait et que nous estimons que l'espace aujourd'hui le plus à plaindre, c'est l'espace politique. Cet espace a été abandonné par une bonne partie de l'élite africaine, d'autres pour des raisons totalement justifiées, beaucoup ont subi la répression, mais les générations entières successives ne peuvent pas continuer à laisser les choses comme ça. Aucun peuple n'a fonctionné comme ça. Aucun peuple n'a réussi comme ça. À un moment donné, il faut que les élites se lèvent pour pouvoir prendre le destin en main. Ça peut être une élite jeune, une élite un peu plus aînée, et ainsi de suite, mais il faut le faire. On ne peut pas laisser cette situation perdurer. La question de l'histoire, elle est fondamentale, parce qu'elle renvoie, je dirais, à la manière dont on se positionne dans la longue durée, la manière dont on prend un héritage et on le fait fructifier. Et aussi à la manière dont on transmet ensuite cet héritage à d'autres qui vont le faire fructifier à leur tour. Et dans le cas de la jeunesse africaine, pas que de la jeunesse, on va dire dans le cas général des sociétés africaines, elles ont été coupées de leur histoire à plusieurs reprises, dans différentes circonstances. Il y a eu des siècles d'esclavage, de traite, de colonisation. Et il me semble évident que les stigmates sont encore restés présents et empêchent les uns et les autres de bien comprendre quel est leur rôle historique. Le rôle historique de l'Afrique, je pense que c'est d'une part de se réconcilier avec elle-même, et en faisant ce travail de réconciliation, de montrer, je dirais, un autre visage de l'humanité. Donc bien évidemment, la question des humanités classiques de l'Égypte, par exemple, est fondamentale. Et sans cela que quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, quand il fait ses travaux dans les années 50-60, opère une véritable révolution du point de vue du paradigme à travers l'histoire et à travers tout ce qui renvoie à l'histoire, puisqu'il décale le temps historiquement connu du monde occidental et il le remplace par un autre temps qui montre que le Moyen-Âge africain ne correspond pas au Moyen-Âge tel qu'il est connu du point de vue occidental. Et que les questions du coup de modernité, les questions de progrès, les questions de tradition s'analysent de manière totalement différente dans le contexte africain, dans le paradigme africain, et que les États qui se sont créés au moment des indépendances n'ont pas, je dirais, intégré ces éléments, ces valeurs. L'histoire, c'est ce qui nous permet d'être une puissance de valeur. Aujourd'hui, l'Europe est en train de s'écrouler,
Et tout ce que l'Europe cherche en fait à maintenir, c'est des valeurs pour rester une puissance de valeur. Parce qu'économiquement, elle est en train de couler, démographiquement, elle a beaucoup de mal, et politiquement et militairement, elle est en train de constater qu'elle est un politique dans ce monde des grands ensembles. Et donc elle se raccroche à son histoire, elle se raccroche à son passé, à des moments glorieux. Et dans ces moments glorieux, ben, ce sont des moments qui correspondent à des moments sombres du côté africain. Je pense qu'il y a des points à ce niveau-là qui méritent d'être soulignés en termes de conjonction entre le temps présent et l'histoire. Maintenant, d'un point de vue plus politique, ce qui me semble important quand on étudie l'histoire de l'Afrique, c'est aussi une remise en cause du concept de démocratie ou de bonne gouvernance, puisque la démocratie telle qu'elle nous est vendue, c'est principalement des élections qui se tiennent bon an, mal an, et ça ne va pas plus loin. Or, quand on regarde les modèles démocratiques de l'Afrique d'avant les périodes coloniales, on avait plus des modèles qui étaient fondés sur la capacité en fait, à destituer ceux qui sont au pouvoir, puisque quand on regarde l'histoire de l'Afrique d'avant la période coloniale, les tyrans n'existaient pas. Cette notion de tyrannie n'existait pas en tant que telle. Et c'est le système colonial qui a imposé des formes de gouvernance qui ne correspondent pas au mode de fonctionnement des sociétés africaines. Dans les sociétés africaines d'avant, on avait des contre-pouvoirs qui permettaient de destituer les chefs ou les présidents, enfin les chefs de l'époque, quand on estimait qu'ils avaient outrepassé leurs fonctions. Et aujourd'hui, nous avons en Afrique un certain nombre de chefs d'État qui ont très clairement outrepassé leurs fonctions et se posent régulièrement, systématiquement, la question des mécanismes de destitution. Bongo doit partir, Biya doit partir, Kabila doit partir, etc. Mais comment on les fait partir ? Et on a des éléments dans l'histoire qui montrent comment on met en place des mécanismes qui permettent de destituer des personnes qui se pensent intouchables, qui estiment être au-dessus des lois. Et donc l'histoire, c'est un élément qui permet de gérer la question de l'impunité. Ça permet de gérer la question des conflits, de la résolution des conflits. Ensuite, c'est aussi un élément qui permet, je dirais, de remettre la question de l'État dans des lignes beaucoup plus adaptées, puisque le modèle politique de l'Afrique n'a jamais été l'État-nation, mais beaucoup plus l'empire, ou ce qui serait aujourd'hui l'État fédéral. Ce sont des logiques d'empire qui dominent le monde. Et quand on regarde l'histoire mondiale, on constate que ce sont des empires qui font l'histoire. Et les États africains, les territoires africains d'avant les périodes coloniales étaient constitués sur des modèles impériaux. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde, les États-Unis sont un empire, le Canada fait partie d'un ancien empire, le Brésil est un ancien empire, la France elle-même est aujourd'hui un empire, ce n'est pas un État-nation, c'est un empire, la Russie est un empire, la Chine est un empire, le Japon est un empire. Bref, ce sont les empires qui, d'une certaine manière, font avancer l'histoire partout, sauf en Afrique où on reste sur des logiques de micro-États, d'États-nations qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que tous les États africains qui ont été évoqués, notamment le Cameroun et la RDC, sont des États dits unitaires centralisés. Il n'y a que 2 États en Afrique qui ont une logique fédérale, c'est le Nigeria et l'Éthiopie. Plus, on va dire, l'Union des Comores, mais c'est très particulier, et le Soudan. Parce que l'histoire de ces territoires-là aussi est très intéressante à analyser pour comprendre comment on peut trouver des solutions. Donc l'histoire, c'est un répertoire de références pour remettre un peu de régulation dans une vision du politique qui a été totalement dérégulée en Afrique. Et le dernier élément aussi par rapport à la jeunesse et par rapport donc à l'enseignement de l'histoire, plus généralement par rapport à l'éducation, c'est assez important de voir qu'en termes de conjonction, au début des années 90, quand l'ouverture ou le retour au multipartisme arrive, d'un point de vue politique, donc une ouverture politique, on a dans le même temps des politiques néolibérales qui vont faire contre la jeunesse une guerre économique. C'est-à-dire que depuis les années 90, il y a une guerre économique qui est menée contre la jeunesse africaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au tournant des années 2010, eh bien, on a une autre forme de jeunesse africaine qui conteste les formes anciennes d'une démocratie qui ne lui a pas apporté ce qu'elle espérait, c'est-à-dire la démocratie économique, et qui cherche de manière, je dirais, parfois très désordonnée, à rejoindre le champ politique. Et donc les expériences historiques permettent, je dirais, de donner aussi des orientations à cette jeunesse. Quand elle se revendique de Sankara, que connaît-elle réellement de Sankara? Généralement pas grand-chose. On connaît des slogans, on connaît des formules, mais le contenu idéologique même, on ne le connaît pas. Donc c'est à l'histoire d'apporter tous ces éléments pour faire en sorte que, par la suite, on puisse avancer.
Maintenant, comment le faire? Ça a été rappelé par le président dans sa précédente réponse. On a des associations, on fait de l'histoire, de la culture, etc. On fait des efforts, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas en faisant des petites conférences, des meetings, etc. qu'on va régler le problème. C'est en prenant le pouvoir d'État pour changer les politiques éducatives dans les États africains. Parce que c'est au niveau de l'État que la question de l'éducation se pose. Je peux tout à fait prendre toute une année pour faire des conférences chaque jour dans différents endroits d'un pays africain, mais ça irait beaucoup plus vite, et j'insiste, si on arrive à avoir un élément de pouvoir d'État ou même de pouvoir municipal pour changer un certain nombre d'aspects dans la manière dont l'histoire est enseignée. Parce que c'est l'enseignement de l'histoire qui détermine la manière dont un système se reproduit. Aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire au Sénégal, c'est une histoire néocoloniale, parce que l'État sénégalais est un État néocolonial. Et donc, il produit une histoire qui vise à reproduire le type de système dans lequel il fonctionne. Ici, en France, l'histoire, elle est républicaine, parce qu'il faut maintenir le mythe de la République. Sauf que ici, en France, les strates historiques sont maintenues, à tel point que, même si la France est une république, on sait qu'elle a été à un moment une monarchie. Et donc, dans le mode de gouvernement de cette république, on a des pratiques monarchiques, parce que la France a été autrefois une monarchie. Et donc là, on a une synthèse, je dirais, du point de vue historique, de ce qu'est politiquement parlant la France. C'est-à-dire un pays républicain, avec un pouvoir présidentiel fort, qui est lié à cette tradition monarchique, au gaullisme, au moment où la France a été en position d'hégémonie en Europe, donc Louis XIV et Napoléon, avec aussi les questions coloniales, et aussi tout cet élément, on va dire, de rayonnement avec le mythe des droits de l'homme, qui est une marque déposée de la France, même si elle ne la respecte plus, mais qui lui permet d'avancer. Donc c'est tout ce travail-là qui, du point de vue des États africains, doit être fait. Et ne peut être fait que dans le cadre, je dirais, d'une vision fédérale. Et sur ça, on a des éléments. Cher Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire pose les choses dès 1960. Il ne reste qu'à l'appliquer. Mais pour l'appliquer, eh bien, il faut prendre le pouvoir et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et enfin, un dernier élément, je pense aussi dans cette approche de l'histoire, il y a aussi question la question des langues, la question de l'interculturalité, la question de connaître l'histoire de l'autre. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons ni notre histoire en tant qu'Africains, ni l'histoire de nos adversaires. Et ça, c'est très problématique, parce que les autres, souvent, écrivent aussi notre histoire. Et c'est de cette manière-là qu'on se retrouve, je dirais, dans des quiproquos, dans des situations qui sont très problématiques. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable, je dirais, de maîtriser ce que maîtrise l'adversaire. C'est valable pour l'histoire, c'est valable pour les langues. Bien évidemment, dans la question du panafricanisme ou de la désaliénation, de la décolonisation, se pose la question des langues, d'exprimer les choses en langues africaines, mais en même temps, la question des langues ou la langue de l'adversaire est aussi un outil qu'il ne faut pas négliger. Je terminerai avec juste une petite histoire. C'est l'histoire d'un chat qui court après une souris. Et à chaque fois, le chat rate la souris. La souris part se réfugier dans un trou. Et au bout d'un moment, le chat en a marre d'attendre que la souris soit bloquée, soit dans le trou. Et donc là, le chat fait quelque chose d'extraordinaire. Il se met à aboyer. Et la souris se dit, quelqu'un a aboyé, c'est donc que le chat est parti. Et la souris sort, le chat l'attrape, la dévore, et à la fin, il dit, c'est finalement bon de parler une langue étrangère. Parce que quand on parle une langue étrangère, on est aussi en capacité de tromper l'adversaire. C'est former des hommes et des femmes qui, demain, seront aux affaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision mégalomaniaque, ou mégalomane, je ne sais plus très bien. On ne se considère pas comme des messies, comme des personnes qui vont tout changer. On s'inscrit dans une tradition. C'est-à-dire qu'on reconnaît le travail de nos aînés, donc on n'est pas dans une contestation du style les aînés n'ont rien fait, c'est nous qui allons tout faire, etc. Chaque génération a fait son travail, chaque génération a fait sa part. Maintenant, nous considérons du point de vue, on va dire globalement, de la moyenne d'âge de la Ligue, dans un moment intermédiaire qui nécessite de tirer les leçons de l'histoire, de tirer également profit et débit des expériences passées. Et là, on a, je crois, pas mal de choses qui ont été faites dans le passé, pas mal d'expériences sur lesquelles on peut s'appuyer.
Et donc d'une part, c'est déjà les réactualiser et voir dans quelle mesure elles peuvent répondre aux enjeux contemporains. Donc déjà ce premier travail, je dirais un travail de diagnostic. Une fois que ce travail de diagnostic est fait, il faut faire un travail, ou alors nous faisons plutôt un travail, je dirais, de synergie. C'est-à-dire qu'il faut mettre en relation les différentes énergies, les différentes forces qui permettent d'aller vers des solutions, des propositions qui sont toujours co-construites. C'est-à-dire que l'intérêt du panafricanisme, c'est que c'est un espace de débat, de propositions et de références. Il y a énormément de références dans l'histoire du panafricanisme. Des références économiques, des références politiques, des références sociales, culturelles, historiques. Il n'y a pas d'autres mouvements concernant l'Afrique qui aient plus de références que le panafricanisme. Sauf qu'aujourd'hui, nos dirigeants vont vers le libéralisme, vers le socialisme, vers le social-libéralisme, vers des concepts qui en soi n'ont aucune historicité, aucun lien historique, aucun lien organique avec l'Afrique en dehors de la période dite de contact colonial. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un travail de désaliénation, de décolonisation à faire. Comment le faire ? Eh bien, tout simplement, comme d'autres pays l'ont fait, comme la Bolivie l'a fait, en créant par exemple un ministère de la décolonisation et en travaillant à décoloniser radicalement et structurellement tout ce qui existe en Afrique et qui n'a plus sa place. En faisant un audit de qu'est-ce qui peut être maintenu, puisqu'il ne s'agit pas de faire une table rase. Par exemple, les Japonais, ils ont gardé des choses qui les faisaient avancer de l'Occident, puis d'autres qui n'ont pas gardé. Et parmi ceux qu'ils ont gardés, on constate qu'ils ont gardé leur langue, par exemple. Donc ça aussi, c'est un élément très important. Souvent, on compare tel pays africain avec la Corée du Sud en 1960, en disant qu'en 60, la Côte d'Ivoire était au même niveau que la Corée du Sud. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé, sauf qu'il y a plusieurs éléments. La Corée du Sud a une certaine souveraineté financière, puis surtout une souveraineté linguistique qui est fondamentale, ce que la Côte d'Ivoire, par exemple, n'a pas. Donc il faut travailler aussi, je dirais, les éléments structurant ce concept de souveraineté qui renvoie en fait à l'autorité. La souveraineté, c'est l'autorité par exemple de tourner le dos à ce qu'on appelle bonne gouvernance, quand on voit bien que la bonne gouvernance amène le pays dans le mur. Et la souveraineté ou la responsabilité, c'est de sortir de ces discours lénifiants qui ne mènent nulle part. C'est être capable, je dirais aussi, d'anticiper, parce que je crois que ce qui manque le plus aujourd'hui dans la vision politique en Afrique, c'est l'anticipation. Par exemple, ça fait depuis 1993 qu'on parle de la sortie du franc CFA, de la monnaie de la CEDEAO, 93. Et là, c'est parce que ça s'est un peu agité sur les réseaux sociaux. Ils ont relancé rapidement l'histoire de la monnaie de la CEDEAO en 2020. Voilà. Pareil sur des questions fondamentales comme celle des APE. C'est très important d'en comprendre les mécanismes. Si les APE n'ont pas encore été mises en place, par exemple en Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, c'est parce que le Nigeria résiste. Il n'y a que le Nigeria qui résiste, tous les autres ont signé. Parce que le Nigeria croit que les APE, donc, qui visent en fait à ouvrir le marché africain aux produits européens et à ouvrir en échange le marché européen aux produits africains, empêchera le Nigeria de s'industrialiser. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est jusqu'à quand, par exemple, le Nigeria pourra tenir. C'est un enjeu fondamental. Si le Nigeria tombe, l'Afrique ne se relèvera pas. C'est évident. Donc il faut qu'il y ait un travail qui soit fait aussi, je dirais, sur les éléments forts du continent africain pour les renforcer. Donc c'est, je dirais, travailler sur des solutions africaines aux problèmes africains, comprendre ces enjeux, être capable de leur apporter, je dirais, des lignes directrices, sortir... alors la Ligue ne s'inscrit pas, je dirais, dans la société civile. On n'est pas des activistes de la société civile, on ne court pas après la jeunesse qui scande nos noms, les photos, etc. On fait un travail qu'on a choisi de faire, qui est un travail plutôt ingrat, qui est parfois moqué par des gens qui ont effectivement plus de poids. Néanmoins, effectivement, à l'intérieur de la Ligue, on a des activistes qui ont aussi une certaine visibilité. Et on ne voit pas, je dirais, d'opposition à ce que la société civile fasse aussi son travail. Parce que c'est aussi son travail d'alerter, je dirais, les uns et les autres. Je tiens néanmoins à rappeler que la première conférence fondatrice de la Ligue était sur le franc CFA, c'était Nicolas Gbowou en 2010. Et dès cette époque-là, on a déjà donné, on va dire, je ne vais pas dire les solutions, mais les mécanismes de sortie de cette servitude monétaire.
Et les seuls moyens d'en sortir, c'est de prendre, encore une fois, nos responsabilités et d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Parce que j'anticipe un peu sur la question qui est liée à la dette ou même au financement. Dans les pays en zone CFA, aucun programme n'est possible tant qu'il n'y a pas le contrôle de la monnaie. Vous ne pouvez pas dire que vous allez augmenter, par exemple, les bourses des étudiants au Sénégal, si dans le même temps, dans votre programme, il n'est pas marqué que vous allez aller vers la souveraineté monétaire. Parce que le fait de proposer une augmentation du SMIC ou des bourses ou des crédits implique que dans votre programme, vous allez pour la souveraineté monétaire. Sauf qu'on a beaucoup de magiciens qui font des programmes électoraux qui effectivement disent qu'ils vont tout donner au peuple, sauf qu'on ne voit nulle part souveraineté monétaire. Donc il faut aussi apprendre aux uns et aux autres à lire un programme politique, notamment sur ces questions d'économie qui sont particulièrement vicieuses. Donc je pense que c'est tout un travail qui reste à faire et sur lequel chacun apporte sa contribution. Je crois que la question de la dette, c'est encore l'une des plus grandes, une des plus grandes mystifications politiques de ce 21e siècle. Surtout, ça marche bien avec les Africains. On va bien sortir du franc CFA un jour, mais quelle est la gouvernance monétaire que nous allons en donner? Personne ne parle du modèle, de la façon dont nous allons gérer les monnaies africaines et les pays déjà qui les gèrent, mais on voit bien les problèmes que cela suppose. Il y a des réflexions assez approfondies aujourd'hui sur la façon de considérer la question de l'investissement public. Un exemple simple, c'est un paradoxe qui saute aux yeux. Il y a des économistes alternatifs dans le monde, notamment en Amérique latine, même en France d'ailleurs, qui réfléchissent sur la question. On dit que la monnaie est un élément de souveraineté des peuples, c'est-à-dire c'est le bien des peuples. Je ne parle pas d'entreprises privées, je parle d'investissement public. Comment se fait-il que, par exemple, la construction d'une route, qui est un investissement public, donc financé par l'argent du peuple, que le peuple se retrouve endetté par son propre argent? Est-ce qu'on réfléchit même à cette question fondamentale? Comment le peuple peut se retrouver endetté par son propre argent et paye même des intérêts au privé? Quel est le privé qui a réussi à avoir la capacité de souveraineté monétaire pour le prêter au peuple qui est en fait responsable de son argent? C'est-à-dire que ça veut dire que sur les investissements publics, il ne devait même pas y avoir de dette. Il y a un autre mensonge qui consiste à dire que les monnaies sont garanties par l'or. C'est fini, ça ne se fait plus. Plus aucune monnaie au monde n'est garantie par l'or, personne. La situation de la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis longtemps. La monnaie est dématérialisée. La monnaie se crée par jeu d'écriture comptable, simplement. Aujourd'hui, il y a des réflexions fondamentales, des économistes alternatifs se posent des questions. Comment se font-ils? Qui va payer les dettes de toutes ces dettes-là? Personne ne les paiera un jour. De toute façon, les dettes des pays, des grands pays, personne ne les paiera un jour. Ces dettes publiques, personne ne les paiera. Donc nous avons tout intérêt à poser la question de financement des infrastructures publiques. Si le peuple est détenteur de la souveraineté monétaire, comment se retrouve-t-il endetté pour des investissements publics? Je ne parle pas d'entreprises privées. Ça veut dire que vous pouvez avoir la souveraineté monétaire, une fiction de la souveraineté monétaire, et quand les banques centrales ne peuvent plus financer les projets des gouvernements, ça veut dire que vous n'êtes pas souverain monétairement. Voilà, des questions, ces questions de financement sont des questions fondamentales. Sortir du franc CFA, oui, mais par quel modèle de gouvernance monétaire demain pour l'Afrique? C'est du courage politique, c'est qu'il faut créer des nouvelles voies. Des nouvelles voies. Après le keynésianisme en Europe, depuis on est rentré dans le consensus de Washington, c'est-à-dire le néolibéralisme avec le monétarisme qui gère aujourd'hui l'économie mondiale. Où la monnaie n'est vue que sous l'angle de l'inflation et autres et tout. C'est-à-dire que les gouvernements n'ont plus autorité à utiliser la monnaie pour régler les problèmes d'investissement public. Mais ça a donné quel résultat? La création monétaire. Comment payer des taux d'intérêt au privé sur un bien qui ne leur appartient pas? Ce bien qui est la monnaie. Donc je pense que sur la question de la dette, ça commence par l'audit. Il faut imposer l'audit, il faut poursuivre la réflexion, profondément la réflexion, comme vient de le dire Hamzat. On ne peut pas aujourd'hui proposer des projets de gouvernement en Afrique sans la souveraineté monétaire et la gouvernance monétaire qui va avec. La Chine l'a compris. L'une des seules banques
centrale vraiment souveraine qui appartient au gouvernement, c'est la banque de la Chine. La Fed n'est pas une banque publique. C'est-à-dire que si ce n'est pas une banque publique, ça suppose que le gouvernement américain doit négocier les taux d'intérêt à chaque fois avec la Fed, qui est détenue par des privés. Donc même les Américains n'ont pas la souveraineté monétaire. C'est ça. Aujourd'hui, les gouvernements européens ne peuvent pas aujourd'hui créer de la monnaie n'importe comment. Il faut négocier avec la Banque centrale pour acheter, quand c'est trop compliqué, les dettes. Mais tous les jours, il faut faire des investissements. Qui finance ces investissements? Si le peuple est souverain de sa monnaie, il doit payer ses investissements. Donc, c'est ces questions fondamentales qui demandent du courage et puis ouvrir des nouvelles voies, des nouvelles perspectives de réflexion économique et politique. C'est une simple question de droit. Le droit international l'autorise. 2 exemples concrets. L'Irak, en l'occurrence. Quand les États-Unis sont allés mener leur guerre en Irak, il me semble que donc, quand Saddam Hussein est renversé, les créanciers de l'Irak de Saddam Hussein sont venus demander à être payés. Le gouvernement Bush à l'époque dit « Ah non, vous vous êtes endetté auprès de l'Irak de Saddam Hussein, on ne peut rien faire pour vous ». C'est légal. Un autre exemple qui est beaucoup plus ancien, c'est lors de la guerre américano-espagnole de la fin du 19e siècle, ou du milieu du 19e siècle, je ne sais plus. Pareil, les Américains gagnent donc cette guerre, les créanciers, donc les Américains gagnent la guerre, Cuba n'est plus, n'est plus dans le giron espagnol. Pareil, les créanciers, ceux qui avaient des dettes sur Cuba, demandent à ce que leurs dettes soient payées. Leurs dettes n'ont pas été payées parce que ces créanciers s'étant endettés auprès de l'Espagnol qui, à l'époque, possédait Cuba. Ces dettes ont été considérées comme odieuses. Donc il y a eu des exemples comme ça dans l'histoire. Donc c'est une question de droit international. Il faut juste oser. Les actions en cours, c'est fini définitivement. Plus personne ne réclame à être payé. Plus personne. C'est certain. Je croyais qu'il y avait encore des actions en cours qu'ils attendaient, par exemple, que l'Irak revienne à meilleure fortune pour solliciter éventuellement leur paiement. Je ne sais pas s'il s'agit. Je pense qu'il y a des exemples encore plus récents. L'Islande, par exemple, a fait un audit public, a renoncé à payer une partie de la dette qui était, comment on appelle ça, démontrée comme odieuse. Le cas de la RDC, par exemple, ça releverait d'un courage politique de considérer que les 3/4 de la fortune de Mobutu représentaient la dette du Zaïre, que ce sont des dettes qui sont odieuses. On ne peut pas, sur le plan international, dire que Mobutu était dictateur, qu'il a pris l'argent de son peuple, et en même temps demander à ce même peuple de payer les dettes de Mobutu. C'est une double peine. Ou alors Mobutu n'était pas dictateur. Donc cet argent était légitime, que ce sont les Congolais qui étaient en plus victimes de Mobutu, qui ont autorisé Mobutu à faire ses dettes. Donc Mobutu n'était pas dictateur. Non, c'est-à-dire que c'est un courage politique qu'il faudrait avoir sur ces questions-là. D'ailleurs, la Convention de Vienne dit que, puisque l'un des arguments qui est répété à tue-tête, c'est de dire qu'au nom de la continuité des États, les dettes doivent être payées. Mais il y a la Convention de Vienne qui est bien établie lorsque les gouvernements étaient illégitimes, lorsque les dettes ont été contractées dans des conditions illégitimes, comme ça peut être le cas. C'est comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart des gouvernements africains, ce qui est très facile de démontrer leur contestation, lorsque ces gouvernements ont contracté ces dettes dans des conditions illégitimes, et ce n'était pas possible de les payer. Encore faudrait-il avoir le courage politique d'user de tous ces instruments qui existent pour se battre. C'est-à-dire que ce qu'il faut considérer, c'est que notre développement est un combat. Personne ne nous permettra de nous développer facilement. Toute question de développement de l'Afrique est un combat. Il n'y a pas de parcelle libre où nous allons marcher facilement pour avoir notre souveraineté. Y compris la question de la dette. On parle de la dette parce que bon, ça suscite un peu de réaction. Mais toute question, même l'éducation, même la culture est un combat. Fondamentalement.